place de la femme dans la gouvernance à l'échelle mondiale. Or, on a évoqué un certain nombre de cas plus intéressants les uns que les autres. Madame Lalonde a à très juste titre souligné que le statut de la femme afghane aujourd'hui ne se compare pas à celui de la femme iranienne. Je suis peu au fait du statut politique des femmes en Iran. Je ne sais pas si elles sont bien représentées au Majlis, c'est-à-dire au Parlement. Enfin, l'Iran n'étant pas une dictature au sens propre du terme, c'est une dictature parlementaire. C'est une théocratie parlementaire, plutôt, il faudrait-il dire. Mais pour avoir bien fréquenté l'Iran ces 20 dernières années, notamment du temps du président conservateur Ahmadinejad, je peux confirmer que les dames dans la rue, celles qui étaient très pieuses portaient leur hijab ici, celles qui l'étaient un peu moins ici, celles qui l'étaient encore un peu moins, puis les autres, les coquettes, elles le portaient carrément sur le chignon. Donc vous avez bien souligné que les grandes manifestations contre le port donc, du hijab, du petit voile islamique, sont en fait des manifestations contre le régime, mais pas contre le voile lui-même. Le voile n'est qu'un prétexte. L'Iran s'était déjà signalé à cette époque par, non pas l'émancipation des femmes, mais leur rôle à tous les niveaux de la société, et des rôles majeurs. Ce qui d'ailleurs correspond à une tendance générale. Il faut bien distinguer entre ce que nous souhaiterions, la dimension juridique, la dimension morale et la dimension réelle. À propos de l'Afrique, évidemment, tout ce qu'a dit Madame Omali Boaou est d'or, mais elle a parlé de la RDC, elle a parlé de l'usage des violences sexuelles, notamment du viol, comme arme de guerre. Je l'ai vu, je l'ai connu au Sud-Soudan, au Darfour et un peu partout, ce qui fait que la femme est instrumentée. Maintenant, le statut de la femme en Afrique, grâce au ciel, ne se réduit pas à cela, et que bien des femmes, on l'a dit d'ailleurs, c'est peut-être vous qui l'avez dit, Madame Muradova, que dans la sphère de l'entreprise, dans la sphère du privé, les femmes occupent des places qu'elles n'ont pas encore dans la vie publique. Ça, vous l'avez bien dit, notamment pour la Géorgie. Je note qu'en Afrique, alors je ne connais pas la géographie humaine de l'Afrique sur le bout des doigts, mais il y a en Afrique sub-sahélienne, il y a ce qu'on appelle aussi les fameuses Mama Benz, qui sont des femmes d'affaires tout à fait aguerries, Benz parce qu'elles se promènent en Mercedes-Benz. Et ces Mama Benz sont des femmes redoutables, sont des piliers de la société. Donc il y a à la fois un statut patriarcal, un statut même archaïque dans bien des cas, mais il y a aussi toute une frange de la population, des classes moyennes ou super moyennes qui se sont très largement émancipées. Voilà. Ceci dit, ça ne résout pas les problèmes de fond quant au statut de la femme qui, dans sa, si l'on peut dire, dans sa généralité ou dans sa grande moyenne, qui reste largement à faire progresser, à améliorer. Alors, pour revenir à ce que disait Madame Muradova, qui nous a peu parlé, elle nous a fait un état des lieux tout à fait intéressant, mais peu parlé de la femme dans le pouvoir public, on a bien compris que les femmes font un peu, comme on dirait, occupent une place de plus en plus prépondérante, je n'ai pas dit dominante, mais qu'il y a un mouvement ascendant des femmes dans toute la vie civile et la vie économique. Par contre, dans la représentation nationale, les choses restent déficitaires. Je crois que vous avez cité le chiffre de 18% dans la représentation nationale. Alors, j'oserais dire, parce que mon propos est d'apporter un certain nombre de nuances et de me centrer sur le thème qui est celui de la participation des femmes à la gouvernance, que la question d'ailleurs n'est pas forcément une question quantitative.
Si on peut traiter la façon quantitative, ce que vous avez très justement fait, mais ce n'est qu'un moyen parmi d'autres, et c'est un moyen qui connaît aussi ses limites quantitatives. Je veux dire, par exemple, la politique des quotas. La politique de la parité aussi connaît ses limites. Elle peut être une bonne chose, elle peut être une moins bonne chose. La politique de la parité n'a pas fait tout à fait ses preuves en France. On a une classe politique féminine qui n'est pas forcément tout à fait exemplaire. Je ne citerai pas de nom, c'est pas la peine. Madame Lalonde on pourrait citer si on voulait des noms, mais on a des cas qui sont parfois un peu consternants. Donc je souhaiterais apporter, non pas ici, tout en abondant dans votre sens, à vous deux, mesdames, celui de Madame Lalonde, bien sûr, apporter non pas des correctifs, mais quelques nuances. Dire que le progrès de la présence ou du rôle des femmes dans la sphère officielle, politique, institutionnelle, ne peut pas être forcément ou obligatoirement ou nécessairement le résultat de politique au pluriel, de politique volontariste. Les politiques volontaristes peuvent y aider, mais elles ne sont pas la panacée. On ne va pas décréter que telle femme doivent arriver, comme on l'a fait en France, sur les listes électorales, un homme, une femme, un homme, une femme, un homme, une femme. Non, je pense que la logique qui doit prévaloir est une logique organique, une logique presque biologique, organique, c'est-à-dire c'est l'individu qui a du talent qui doit être choisi pour sa compétence, son talent, son expérience, sa personnalité, et malheureusement ces logiques quantitatives s'inscrivent un peu en faux par rapport à cette nécessité, d'où on peut observer une baisse de la qualité du personnel politique. Madame Lalonde approuve, et je le remercie parce que je vais un peu à contresens. Mon propos n'est pas un propos féministe, mais c'est un propos pour les femmes. Je dis parce que je veux qu'on puisse laisser la place, promouvoir les femmes qui véritablement sont méritantes. On le mérite, c'est-à-dire ont le talent. Alors qu'au lieu de ça, on va c'est une femme, c'est un Africain, c'est un je sais pas quoi, un transgenre, et comme si les femmes se réduisaient au transgenre, comme si la couleur de peau. Vous voyez, on est entré dans une logique que l'on peut qualifier de wokiste, mais qui est une logique absolument délétère. Alors, les femmes nous ont-elles attendu pour s'imposer, même dans des pays extraordinairement patriarcaux? J'avais pris quelques noms au hasard, quelques grandes figures féminines qui, dans les décennies qui nous précèdent, ont émergé dans des systèmes culturels confessionnels particulièrement conservateurs, voire patriarcaux. Alors, la première que j'avais notée, enfin il y en a tant d'autres, Madame Benazir Bhutto, Premier ministre du Pakistan de 88 à 90 et de 93 à 96, Madame Indira Gandhi, Premier ministre en Inde de 1966 à 1977, de 80 à sa mort, assassinée par un de ses gardes du corps, Madame Corazon Aquino, première femme présidente des Philippines du 25 février 86 au 30 juin 92, Madame Sirimavo Bandaranaike, chef du gouvernement du Sri Lanka. En Birmanie, on a toujours vivante, mais hélas confinée à son domicile, Madame Do Aung San Suu Kyi, qui a été de facto, je dis bien, même si officiellement elle n'en avait pas le titre, chef du gouvernement birman de 2016 à 2000. Birmanie, c'est le Myanmar, 2016 à 2021. Dans un autre style, on a eu une femme, mais il y en a eu tant et tant et tant d'autres, qui n'a jamais exercé de fonction officielle, mais qui a eu une influence considérable à la fin des années 40 et au début des années 50. Au début des années 50 en Argentine, c'est Eva Perón.
encore une fois, sont des figures véritablement dominantes, et qui ne sont pas le produit des quotas d'une quête d'égalité au sens strict du terme, qui ont émergé par, encore une fois, par leur force de caractère, leur talent, etc. Plus près de nous, pensons à Mme Golda-Meir en Israël aussi, c'était la seule première ministre, il n'y en a pas eu d'autre depuis, enfin, je ne crois pas. Mme Golda-Meir, on disait à l'époque, d'ailleurs par dérision, je m'en souviens, on disait que c'était la seule femme, le seul homme du gouvernement. Elle était fort laide, mais elle avait, je crois, c'était une femme véritablement à poigne. Et puis cette grande figure emblématique, Margaret Thatcher, au Royaume-Uni, la fameuse dame de fer qui a fait laisser mourir de faim les mineurs, les mineurs du Pays de Galles, qui a engagé, alors qu'il n'y avait plus de Royal Navy, qui a envoyé une task force en Argentine. Je ne porte pas de jugement sur le bien fondé, la légitimité de son action, mais ça montrait quand même une énergie politique qui fait largement défaut à nos hommes politiques aujourd'hui, à part un certain président qui, lui, veut aller se combattre au sol dans une guerre qui n'est apparemment pas la nôtre. Voilà. Et je soulignerai à propos de Mme Thatcher que ça n'a pas empêché de s'accomplir en tant que femme et épouse. Alors son mari était un petit peu effacé, mais c'était pas le seul mari effacé, et qu'elle a eu 2 enfants. Comme quoi on peut être mère et diriger un grand pays comme le Royaume-Uni, comme elle l'avait fait. Que dire d'autre? Donc, encore une fois, l'exercice du pouvoir, de la gouvernance, qu'elle soit à l'échelle nationale, régionale, et dans les différents exemples que j'ai pris, vous avez bien vu qu'il y avait que l'Afrique n'était pas représentée, mais que le tiers-monde, ce qu'on appelle le tiers-monde, aujourd'hui le Sud global, était largement représenté. Ces femmes, encore une fois, n'ont été propulsées par aucune idéologie, à part peut-être aujourd'hui Mme von der Leyen, qui est propulsée par l'idéologie européiste, mais ça n'engage que, ce type de jugement n'engage que moi. Et donc, il faut admettre aussi que nos sociétés sont déjà souterrainement, même si ce n'est pas officiellement, très largement féminisées. Il y a des secteurs entiers qui ont été colonisés, au bon sens du terme, par les femmes, l'éducation nationale, mais plus encore chez nous, la magistrature. Vous le savez, comme moi, les magistrats sont en écrasante majorité des femmes dans ce pays. Personne n'y trouve à redire. Je pense que c'est pour ça que je disais, il faut peut-être laisser faire aussi la nature et ne pas vouloir lui forcer la main, éviter les politiques qui seraient volontaristes ou les politiques qui seraient, alors je vais utiliser le mot, discriminantes en faveur des femmes. Vous-même, Madame Bouawou, vous avez utilisé l'approche non juridique de discrimination positive. Est-ce que les femmes, qui ne sont pas un continent sous-développé, ont besoin d'une discrimination positive? Personnellement, à vous voir, je ne le crois pas. Voilà, ça sera mon dernier mot. Je pense que les femmes sont non seulement sur la bonne pente, mais qu'elles l'ont toujours été. Hein. Il y a notre histoire, nos histoires comptent autant de rois, de reines que de rois. Alors, les femmes ont souvent gouverné derrière le rideau, à commencer par la mère de Néron, mais on sait que ça s'est mal terminé. Mais les femmes ont toujours joué un rôle primordial. Quand on parle d'un homme politique, on dit chercher la femme. Donc ne minorisez pas, n'ayez pas honte de ce rôle éminent que vous avez joué dans l'histoire. Et je pense que la parité, vous l'avez là réellement, c'est-à-dire que le rôle des hommes et des femmes, leur rôle est essentiellement complémentaire. C'est vrai qu'il existe, c'est la vérité, qu'il existe
des reliquats de cultures qui sont encore une fois inégalitaires. Mais je pense qu'elles se corrigeront et qu'elles sont en train de se corriger par la force même à la fois de l'entrée des femmes dans le monde de l'entreprise, dans le monde économique, et puis parce que les évolutions doivent se faire. On a deux choix. On peut faire le choix de la révolution violente, ce que j'ai appelé la révolution aussi, les politiques volontaristes, ou la politique réformiste, laisser l'évolution des choses, et on peut aider les choses à évoluer, bien sûr, bien sûr. Mais ce n'est pas avec des appareils de loi, obligatoirement avec des appareils de loi ou avec des mesures contraignantes. Nous en connaissons déjà suffisamment trop à l'heure actuelle. Je vous remercie.